toutes, bonjour à tous. Merci de venir à cette masterclass sur la réindustrialisation. Alors pour participer et pour bien entendre, vous avez un QR code qui est présent ici. Donc je vous invite à le scanner et puis mettre les oreillettes parce qu'on est quand même dans un environnement assez bruyant. Écoutez, je me présente rapidement, Rénal Marchal. Moi je suis manager conseil à la direction de l'accompagnement de BPI France et j'ai le plaisir d'être accompagné de Céline Brunet. Et nous allons évoquer aujourd'hui la réindustrialisation en France, alors sur le thème de la vérité du terrain face au discours. Écoutez, pour commencer, Céline, peut-être... on va se tutoyer, parce qu'on se tutoie. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et puis également présenter ton parcours professionnel? Bien sûr. Bonjour à tous. Donc Céline Brunet, moi j'ai rejoint une petite entreprise qui s'appelle Ancoris depuis 2 ans, qui bosse principalement avec les collectivités locales et les entreprises sur les enjeux d'implantation d'entreprises. Donc vraiment comment on ouvre des sites, comment on les agrandit, comment on déménage et comment on travaille avec les collectivités sur ces sujets. On travaille soit en direct avec les collectivités, soit via des grands opérateurs tels que le programme Territoire d'industrie de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou la Banque des territoires qui travaille notamment beaucoup sur le foncier économique et en particulier le foncier industriel, que ce soit en investissement ou en accompagnement des collectivités locales. Et avant ça, pardon, je vais être longue. Vas-y. Avant ça, j'ai passé 8 ans en administration centrale, comme on dit. Donc d'abord au commissariat général à l'égalité des territoires, où je pilotais une subvention à l'implantation industrielle sous un angle très aménagement du territoire. Donc sur des zones qui méritent, soit pour des enjeux de désindustrialisation, de montée du chômage ou de faible densité, d'être accompagné pour attirer des projets via des subventions. Et ensuite, j'ai travaillé au ministère de l'économie, où je suis arrivée juste avant, en février 2020, donc juste avant le confinement, pour travailler sur les sujets de restructuration d'entreprise. Mais bon, au final, j'ai surtout beaucoup travaillé sur les outils d'aide d'urgence. Puis de relance et ensuite j'ai pas mal travaillé sur les projets de développement d'entreprise avec notamment les entreprises de taille intermédiaire et les programmes PME de croissance, le programme Étincelle, pour essayer d'accompagner les PME à potentiel pour devenir des ETI. Très bien. Ancoris, son cœur de métier, c'est quoi son activité? Si tu peux détailler un petit peu les principales missions du cabinet. Alors Ancoris, donc c'est une petite boîte, comme je le disais, qui a 3 sites principaux. Le site historique qui est à Vannes, un site à Paris, un site à Lyon. Et des bureaux qui sont à l'étranger avec une personne à chaque fois qui travaille également sur ces mêmes sujets d'implantation d'entreprise pour le compte de collectivités. Donc comment faire venir des boîtes sur mon territoire quand je suis une collectivité locale. Ça c'est notre métier historique et ça nous permet en fait d'échanger chaque année avec environ 8000 porteurs de projets. Donc c'est vraiment ça notre spécificité, c'est que chaque année, on échange avec des boîtes qui cherchent des sites. 8000 par an et qu'on transmet quand ils correspondent aux besoins des territoires partenaires qu'on leur transmet. Donc ça, c'est 1500 projets qu'on qualifie et qu'on transmet à nos partenaires chaque année. Voilà. Et globalement, ça correspond à 3000 créations d'emplois chaque année. Alors en 2023, voilà, c'était 3000. Ces dernières années, il y a une petite diminution des projets, vous le savez tous, depuis 1 an et demi en particulier. Et donc chaque année, cette base de données, en fait, elle nous permet de publier un baromètre de l'attractivité avec l'ACET, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, et qui confronte besoins des entreprises et besoins des collectivités. Je fais cette présentation parce que j'exploiterai ces données dans la suite de la présentation. Et du coup, ça c'est notre métier historique. Comment aider les collectivités à détecter des projets pour qu'elles viennent sur leur territoire. Mais progressivement,
on a développé d'autres métiers, et notamment l'amont, c'est-à-dire comment on accompagne les collectivités dans leur stratégie de développement économique, leur stratégie de filière. Par exemple, je veux structurer une filière santé sur mon territoire en faisant collaborer PME, labos de recherche, et grands industriels, comment j'y réfléchis, comment j'y travaille, que ce soit dans la structuration de mon équipe, ma communication auprès des entreprises, l'animation de l'écosystème, mais également, parce que c'est fondamental désormais, comment je réfléchis à mes solutions d'accueil, à ma stratégie foncière. Puisqu'on va y revenir, la problématique... ce qui change fondamentalement dans les enjeux d'implantation d'entreprises, c'est les enjeux d'artificialisation des sols et de sobriété. Et ça change fondamentalement le travail des collectivités, leur stratégie foncière, mais également les solutions d'accueil pour les entreprises. Donc à l'inverse, en miroir, on va accompagner des entreprises dans leur stratégie d'implantation, dans leur recherche de foncier ou de solutions immobilières, puisqu'on le verra, selon les profils des boîtes, les besoins ne sont pas les mêmes. Des fois, on a besoin d'avoir un grand foncier pour construire de A à Z, en être propriétaire ou pas. D'autres fois, ce n'est pas forcément le montage le plus pertinent pour l'entreprise. Et donc toujours en mobilisant ce métier de la prospection et ce savoir-faire en matière d'implantation, on va également accompagner les boîtes, soit sur leur stratégie de recherche de repreneurs, si malheureusement elles ont besoin de fermer un site, ou alors de réflexion sur leurs actifs immobiliers. Comment l'optimiser, parce que peut-être qu'un industriel peut avoir un site depuis des années qui un jour a employé 2000 personnes, mais qui aujourd'hui est plutôt sur un dimensionnement à 300-500 salariés. Et c'est pertinent aussi de réfléchir à l'utilisation de son actif immobilier, soit de le restructurer, d'accueillir d'autres activités, y compris pour des raisons financières bien évidentes. D'accord, c'est très clair. Au-delà des stratégies nationales, quels sont je dirais, les acteurs clés de la réindustrialisation qu'on voit aujourd'hui dans l'écosystème ? Alors, clairement, et je pense que vous le savez tous, ce qui est difficile là, dans l'exercice, c'est qu'on ne sait pas qui vous êtes et d'où vous nous regardez. Est-ce que vous êtes dirigeant d'entreprise ? Mais il y aura un moment de questions à la fin, donc n'hésitez pas. Bien entendu, il y a un grand nombre d'acteurs. Alors, BPI France, c'est logique, nous sommes ici aujourd'hui. L'État, en particulier la Direction générale des entreprises, le Secrétariat général pour l'investissement, qui pilote le dispositif France 2030, qui est une stratégie d'investissement pour l'innovation, mais en lien aussi avec les enjeux de réindustrialisation. Il y a le programme Territoire d'industrie, qui est vraiment un programme coporté avec l'État, les collectivités et les acteurs industriels. Mais aujourd'hui, l'angle qu'on a souhaité prendre avec Reynald, c'est, on va dire, celui d'une PME qui soit cherche à ouvrir un deuxième site. Voilà. Mais c'est peut-être la première fois que le dirigeant se retrouve dans la position de devoir ouvrir un nouveau site, ou d'une start-up industrielle qui va ouvrir son premier site, par opposition à un grand groupe qui va être très outillé et disposer d'une direction de l'immobilier, de la réindustrialisation, voire des affaires publiques. Et donc aujourd'hui, nous, on va s'intéresser surtout aux collectivités, aux industriels, mais sans oublier que comme on parle de terrain et de foncier, l'acteur immobilier est également dans le dispositif. Voilà. Avec bien entendu l'État et les régions qui sont l'acteur qui désormais dispose de la compétence économique pour accompagner le DevEco des territoires. Très bien. Bon, on parle souvent de la loi ZAN qui est évoquée comme un enjeu majeur. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ses objectifs, les impacts aussi que ça peut avoir dans ces projets de réindustrialisation ? Oui, tout à fait. Alors, le ZAN, le zéro artificialisation nette, qui est souvent évoqué désormais dans
sur les enjeux de la réindus. C'est bien entendu pas le seul, hein, et on n'ignore pas les problématiques de compétitivité internationale, de droits de douane, etc., et de dumping. Mais donc, l'enjeu, la loi climat-résilience a donc mis en place un objectif de sobriété foncière qui modifie profondément en fait, la façon de travailler des collectivités locales et qui désormais ont un objectif de sobriété et donc qui passe par une meilleure optimisation de leur foncier économique et avec des enjeux notamment de densification. Ça change profondément leur travail et aussi les enjeux de formation des équipes au sein des collectivités. Cela étant, il y a un élément qui est très important à avoir en tête, c'est de dire que les infrastructures industrielles, elles représentent 4,5% en fait de l'artificialisation des sols. Et donc il y a un enjeu réel de préserver aussi les possibilités de développer de l'activité économique en fait sur le terrain. Je passe sur le slide suivant, si tu peux détailler un petit peu peut-être cette évolution, ou on peut passer directement. Je propose qu'on avance, on y reviendra. On y reviendra dans les questions-réponses. On y reviendra si besoin. Donc là, l'idée, c'est partager un petit peu les retours terrain pour partager un petit peu les dynamiques de marché, ce que tu constates, enfin, que les équipes d'Encoris constatent sur le terrain. Donc si tu peux détailler un peu plus précisément. Donc, comme je vous disais, le paradigme change profondément pour les collectivités locales qui composent entre deux impératifs, si elles le souhaitent, hein, parce que ça, c'est un autre point aussi, c'est y a-t-il une volonté des élus des politiques locales d'accueillir des activités économiques. Mais nous, quand on interroge les équipes, ça veut dire les responsables de développement économique dans les intercommunalités ou les directeurs généraux des services ou les directeurs généraux dédiés à l'attractivité. Eux, ce qu'ils nous disent, c'est que l'enjeu d'attractivité économique et d'accueil d'entreprises, ils restent prioritaires sur leur territoire, malgré, si je puis dire, les difficultés, y compris qui se jouent à leur niveau, je ne parle pas encore de ceux des industriels, pour accueillir des entreprises. Cet enjeu d'attractivité, il a deux angles, parce que historiquement, dans le développement économique, on distinguait de façon assez marquée les implantations exogènes, c'est-à-dire des boîtes qui n'étaient pas sur le territoire et qui viennent créer de nouvelles activités. Des entreprises endogènes qui parfois, celles qui sont déjà là, qui parfois étaient un peu moins prioritaires, on va dire. Désormais, les collectivités, elles s'attachent à accompagner les deux. Enfin, certaines qui n'ont plus de solution d'accueil, d'ailleurs, ne travaillent plus sur l'accueil d'entreprises nouvelles et exogènes, mais se concentrent sur un meilleur accompagnement de celles qui sont déjà là. Les accompagner dans peut-être des projets d'extension, travailler aussi sur leur relation avec l'écosystème de formation, l'écosystème de recrutement, qui d'ailleurs, celui-là est vraiment très associé, on le verra après, aux problématiques de mobilité, parce que c'est fondamental. Le premier frein au développement des entreprises, outre le foncier, c'est les compétences, c'est le recrutement et le recrutement de compétences adaptées aux besoins de l'entreprise. Et du coup, quand on interroge les collectivités, pour eux, le principal frein à l'implantation d'entreprises chez elles, c'est la faible disponibilité du foncier, la concurrence avec d'autres territoires et l'indisponibilité de solutions immobilières adéquates. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent, vous voyez, des collectivités qui se sont dit, tiens, moi j'ai envie d'accueillir des startups dans le milieu de la santé, je veux devenir la Silicon Valley de la biotech, je vais investir dans des infrastructures adaptées aux besoins de ces entreprises.
Alors oui, mais adapté d'un point de vue peut-être parfois conceptuel, c'est-à-dire qu'il y a certains programmes en fait qui jamais ne se commercialisent. Nous, c'est quelque chose qu'on matraque, on va dire, auprès des collectivités avant de se lancer dans un projet de ce type d'aménagement de zone d'activité économique avec des projets immobiliers qui vont coûter de l'argent à la collectivité et donc aux contribuables. Il faut se demander si les biens vont pouvoir être commercialisés. Vous en avez tous des exemples de ce type. Je pense que vous en avez croisé. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur. Comment on réfléchit à la stratégie de DevEco, mais adaptée aux besoins des boîtes. On repart de leurs besoins, avant tout. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres contraintes qui s'imposent aux collectivités. Le DevEco, ce n'est pas leur seul sujet. Il y a des enjeux de logement, bien entendu, peut-être d'infrastructures, de crèches, d'hôpitaux, etc., bien entendu. Mais en tout cas, quand on travaille sur la stratégie de DevEco et qu'on engage des fonds dessus, il faut vraiment s'adapter, repartir du besoin des boîtes. Et donc, du coup, vous voyez, par exemple, les collectivités dans leurs priorités. Alors, si on regarde sur les origines des projets, finalement, on n'est pas j'ai envie de dire, sur Choose France. Les collectivités, ce qu'elles veulent, c'est accueillir des projets et finalement, à un niveau assez similaire, que ces projets, ils soient d'origine nationale, locale ou internationale. Voilà. Par contre, vous voyez, elle juge que l'industrie, c'est le deuxième pan des projets prioritaires à accueillir sur leur territoire. Ça, c'est très intéressant. Alors, on a eu une baisse l'année dernière par rapport aux années précédentes, mais c'est très intéressant. L'industrie est redevenue une des priorités, j'ai envie de dire à l'inverse de la logistique, mais ça, c'est pas très nouveau, et avec quand même l'enjeu de rappeler que la logistique fait également partie de l'industrie. Par contre, dans la réalité, sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que pour vraiment faire aboutir un projet, reste encore, au-delà de toutes les difficultés procédurales, réglementaires, des délais qui sont longs, et c'est comme ça, et ça ne va pas changer tout de suite, de toute façon, et d'ailleurs, ça n'a pas vocation, on est quand même sur des projets structurants. Nous, ce qu'on voit beaucoup là, c'est qu'il reste encore de grandes difficultés au niveau de l'acceptabilité, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Déjà, comment je gère l'acceptabilité vis-à-vis des habitants. Le projet industriel parfait, il n'existe pas. Il y aura toujours une forme de nuisance, comme on dit. Et donc, il faut clairement travailler à corréler cette volonté d'accueil d'activités industrielles, mais également la pédagogie et la démarche de concertation avec les habitants. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas facile pour les élus, et il ne faut pas le minimiser. Mais des échanges que j'ai pu avoir récemment avec beaucoup de porteurs de projets, par exemple avec Business France aussi récemment, il y a pas mal de projets qui capotent justement à cause des enjeux de concertation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous, on martèle, notamment auprès des grands opérateurs, le besoin d'accompagner les collectivités dans la gestion de la concertation et de l'acceptabilité de l'accueil d'activités. Voilà. Et à l'inverse, enfin pas à l'inverse, mais enfin, en complément, bien entendu, que les collectivités, elles ont des critères. Elles sont de plus en plus sélectives, justement, au regard de ces difficultés et de ces solutions d'accueil limitées. Le critère emploi est prioritaire. Voilà. Dans les collectivités, généralement, quand on parle de projet d'implantation, la première question, c'est « OK, combien d'emplois au mètre carré ?» Voilà, c'est le premier critère. Ensuite, de plus en plus, bien entendu, et c'est lié aux enjeux de nuisance, mais également aussi de modifications structurelles, d'intégration des enjeux de transition écologique qui vont avec les enjeux de sobriété foncière. Ça va être le deuxième critère qui va pousser une collectivité à refuser un projet, c'est sa mauvaise qualité environnementale. Et donc finalement, tout ça rejoint aussi cet enjeu d'acceptabilité qui
n'est pas forcément la raison pour laquelle la collectivité va refuser le projet initialement, mais finalement, dans l'étape suivante, dans la concrétisation de l'implantation, c'est souvent ça qui va poser problème également. D'accord. Et dans cet environnement, quel rôle jouent les acteurs de l'immobilier en fait dans ces projets de réindustrialisation? Alors, pardon, il y avait encore un slide, oui. Je vais me permettre. Voilà. Petit loupé de ma part. C'est pas grave, c'est les. Peut-être donc pour vous dire, nous, notre boulot de prospection, ce qu'on détecte, pour que vous ayez quand même la notion en tête, c'est l'intention d'implantation. C'est le moment où il y a un dirigeant d'entreprise ou son DAF ou son directeur des opérations ou directrice d'ailleurs, qui fait une recherche et qui dit bon, il faut que j'ouvre un site ou il faut que je déménage. Peut-être Google va m'aider. Et là, nous, on le capte sur nos plateformes et donc on le capte au moment de vraiment le début de la recherche, au moment de l'intention, qui est pas exactement la même notion que l'implantation, qui ça est la concrétisation ensuite. Et puis vous le savez aussi, un projet d'implantation, globalement, quand ça se passe bien, c'est 24 mois. Oui, c'est très long. Donc il y a des délais qui sont très importants. Et donc l'année dernière, on a observé une baisse. On en a détecté 325, en légère baisse par rapport aux 2 années précédentes. Mais bon, pour mémoire, 2022-2023, c'est des années atypiques puisque c'est des années post-Covid, où déjà le Covid a provoqué un ralentissement dans les projets, c'est évident, vous le savez tous. Et également, il y a eu aussi beaucoup de financement public, et notamment avec la relance, pour booster aussi les projets industriels. Mais ceci dit, on voit aussi que, vous voyez, on a sur le graphique en bas à droite, on a finalement plus de petits projets. Qui sont détectés avec des recherches foncières inférieures à 5000 m², qui prend une part beaucoup plus importante en 2024 par rapport à l'année précédente, où finalement les recherches d'implantation, elles étaient aussi boostées par les grands projets. Qui ne sont pas ceux qu'on croise, tous les jours. Et par contre, quand même, voilà, pour redire des choses que vous savez tous, mais qu'est-ce qu'elle cherche une boîte quand elle s'implante? Elle cherche un écosystème, elle cherche de la qualité de vie pour ses salariés. C'est notamment, c'est vraiment l'enjeu majeur pour une boîte, et c'est d'ailleurs ce qui va parfois la pousser à retarder un déménagement, parce qu'en fait, elle ne sait pas si ses salariés vont l'accompagner. Et c'est tellement central, la concurrence sur le recrutement au sein des collectivités, que c'est fondamental en fait pour les dirigeants d'entreprise. Et ça touche à la qualité de vie, à l'attractivité résidentielle d'un territoire, à la qualité des transports. Et ça, c'est vraiment une question qui monte au sein des collectivités, qui n'est pas encore, selon nous, complètement assez prise en charge. C'est comment on organise l'accès au site de travail pour les salariés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être développé. Mais vous voyez, dans ce qui pourrait être qualifié comme des freins à la sélection d'un territoire, en fait, on a presque que on a les 3 premiers critères, ils ont à voir avec la qualité de vie pour les salariés. C'est les RH. Voilà. Au-delà du foncier. Très bien. Écoute, merci Céline. Donc, quel rôle jouent les acteurs en fait dans ces projets, les différents acteurs? Alors, ce que je voulais dire, c'est sans forcer le trait non plus sur les acteurs de l'immobilier, mais finalement, si on considère ce que je disais tout à l'heure, une petite boîte qui n'a pas 50 sites, qui n'ouvre pas des usines tous les jours, ni tous les 5 ans en fait. Ouvrir un site, c'est quand même une étape majeure, c'est pas la seule, mais c'est quand même une étape assez exceptionnelle dans la vie d'une boîte. Et là, c'est assez fondamental de se faire accompagner par les bons acteurs. Alors, ça ne vaut pas du tout que pour l'immobilier, bien entendu, mais sur l'immobilier, il faut travailler au bon montage,
à réfléchir, est-ce qu'en fonction du profil de la boîte, de son dirigeant, de son stade de développement, est-ce qu'il faut qu'il devienne propriétaire, est-ce qu'il faut qu'il recherche un foncier nu pour bâtir de A à Z son site, ou alors est-ce qu'on peut l'accompagner vers une réflexion un peu différente, aussi parce que les solutions d'accueil, elles ne sont pas multiples, hein, donc il faut aussi composer avec ce qui se passe. Mais c'est là où l'acteur immobilier, qui connaît bien l'industrie, hein, j'entends, va aussi être pertinent pour bien accompagner son client dans la conception de son besoin foncièrement immobilier. Et également aussi, peut-être, alors c'est pas le seul du tout, mais dans les échanges avec les collectivités locales, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a un enjeu d'acceptabilité qui est fondamental pour elles. Et donc, il faut aussi accompagner les équipes et les élus dans la compréhension du projet, dans sa promotion, auprès des différents élus, hein, d'ailleurs, parce que la compétence économique, elle dépend des communautés de communes, des intercommunalités. Mais ensuite, il faut aussi travailler l'acceptabilité au niveau des communes. Et ça fait partie, hein, du long parcours. Et par ailleurs, les acteurs immobiliers, ils accompagnent aussi les collectivités justement sur tous les enjeux de densification de foncier. Pour notamment faire le lien et faire le dialogue entre propriétaires immobiliers, par exemple, et collectivités, qui n'est pas toujours si évident. En particulier quand il faut demander à une boîte de mutualiser ses parkings, de réfléchir à la mutualisation d'un certain nombre de services pour les salariés sur une zone d'activité. On peut avoir tous les projets qu'on veut en tant que collectivité. Si on ne transforme pas l'essai avec les acteurs immobiliers, on n'y arrive pas. Bon, ça reste des projets extrêmement complexes. Un peu en guise de conclusion, quels conseils ou quelles bonnes pratiques tu pourrais donner sur la base de ces chiffres ? Alors, déjà, nous, ce qu'on fait au quotidien, notamment dans nos travaux avec les collectivités, hein, c'est d'aider les équipes en charge du développement économique à faire de la pédagogie auprès de leurs élus. Voilà, c'est très important et je veux dire, hein, les élus, ils ont beaucoup de sujets à gérer et bien entendu qu'ils ne sont pas tous spécialistes du DevEco, mais si tout le monde affiche la réindustrialisation comme un objectif majeur, faut s'outiller. Faut en faire une priorité, une des priorités, bien sûr, j'entends bien que ce n'est pas la seule. Faut mettre en place des outils, faut maîtriser son foncier, par exemple. Quand une collectivité fait jouer son droit de préemption, ça peut être utile pour réserver ce foncier à une activité économique. Ça veut aussi dire ne pas le céder à l'acteur qui aura le plus de moyens, le plus offrant. Parce que l'industriel, il est souvent confronté à ça. La concurrence d'acteurs qui ont plus de moyens, qui sont en capacité d'acheter ce foncier, par exemple des acteurs logistiques, par exemple désormais les data centers. C'est pas du tout pour minimiser les enjeux de souveraineté, etc. Mais sur une activité productive, l'industriel, il peut pas mettre tout son cash dans le foncier, quoi, si je puis dire. Il a encore beaucoup d'autres investissements à apporter et là, la collectivité, elle peut être là pour aider. D'accord. Mais les collectivités, quels outils elles peuvent avoir à disposition pour les aider un petit peu Alors, pareil, il y a vraiment un enjeu de cas par cas, hein, parce que il y a ce droit de préemption que j'ai évoqué, il y a les documents d'urbanisme également qui permettent de définir une finalité. Économique et productive à des zones. Il y a ce qu'on appelle le bail à construction, donc, qui est très utilisé depuis quelques années et qui est très intéressant, donc qui permet de garder, c'est un des outils qui permet de garder la maîtrise du foncier pour une collectivité. Attention néanmoins, pour certains types d'activités, c'est pas idéal. Par exemple, je pense aux sociétés industrielles artisanales qui sont des petites boîtes et pour lesquelles le parcours résidentiel est très associé aussi à la constitution d'un patrimoine pour le dirigeant. Et ça, c'est fondamental aussi
pour conserver un tissu d'activité endogène. Donc, encore une fois, c'est du cas par cas. Beaucoup d'outils se développent et puis il y a également l'ingénierie, justement, pour travailler sur la compréhension des besoins des industriels. Très bien, merci Céline. Écoutez, on arrive à la fin de cette masterclass. Je ne sais pas si vous avez des questions, je peux vous passer le micro si vous... Non, pas de questions. Moi, je peux peut-être en... Si. Bonjour, merci pour votre éclaircissement sur les collectivités. Et puis En fait, je me présente, je suis Frédéric Ostruy. On travaille sur le recyclage du polyamide. On a mis au point on arrive aujourd'hui à recycler le polyamide. On est parti du collant et maintenant on a réussi à dissocier en fait le polyamide d'autres de complexes textiles en fait, voilà. Et on est en train de monter un démonstrateur industriel pour justement industrialiser notre process. La problématique aujourd'hui, on a trouvé un site. Enfin, c'est pas qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller en fait l'information, parce qu'on parle de recyclage, on parle d'industrie, et donc ça peut faire peur. Comment on peut... là, normalement, on a trouvé le site, on devrait emménager du 2026. Comment on peut anticiper en fait la communication, qu'elle soit vertueuse et parce qu'on a peur effectivement de la population, de tout l'environnement qui est autour de nous, pour pouvoir communiquer en fait le fait que ce soit pas une industrie qui soit dégradante et qui puisse polluer plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc j'imagine que ça fait partie de vos missions. Comment pourriez-vous nous conseiller et nous aider là-dessus ? Alors, est-ce que je peux juste vous demander, je ne vais pas vous demander la commune, le territoire d'implantation, mais peut-être la région ? On est en Bourgogne et on va sur Joigny. D'accord. Voilà. Okay. Je vous ai pas au nord non, mais on est fiers d'être bourguignons et on est fiers de notre territoire. Tout à fait. C'est un peu... déjà, il y a l'anticipation. C'est comme pour tout. Déjà, pour le volet réglementaire, etc., il y a un certain nombre de procédures environnementales et celles-là, il faut les démarrer rapidement. Mais avant ça, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il faut identifier. Je ne suis pas fan du concept de guichet unique. Par contre, il faut identifier le point d'entrée unique pertinent. Je ne sais pas où il est à Joigny. Peut-être qu'il est à la communauté de communes, peut-être qu'il est à la CCI, peut-être qu'il est à l'agence de développement AER Bourgogne-Franche-Comté, peut-être qu'il est à la préfecture. Ça va être variable, mais il y a forcément quelqu'un qui va vous permettre de ne pas porter à votre charge tout l'enjeu de coordination de tous les acteurs publics. Franchement, vous savez recycler des polyamides, c'est ça ? Voilà. Eux, ils ne savent pas. Par contre, ils savent comment mettre en activité l'écosystème pour faire en sorte que votre projet soit accueilli et s'implante le plus facilement possible. Et moi, c'est vraiment ça mon conseil, c'est que votre métier, c'est d'être industriel. Bien sûr que c'est votre projet, vous allez engager des fonds, donc vous avez intérêt que ça avance quand même. Vous n'aurez pas la main sur tous les délais, ni sur toutes les procédures, mais... et on pourra en reparler, il y a des acteurs qui sont là pour faire en sorte que ça se mette en musique pour vous accueillir. Ensuite, cet enjeu effectivement de concertation qui est fondamental et qui peut être travaillé avec les bons acteurs. Et je pense que ça, il faut les mettre en visibilité de la collectivité dès maintenant, en fait, un petit peu au même titre que les enjeux de procédure. Voilà. Et aussi de démontrer à la collectivité tout l'impact sur l'écosystème que votre projet va avoir. Encore une fois, le projet industriel parfait n'existe pas. Le tout propre, sans aucune nuisance qui dérange personne, c'est pas vrai. Celui-là, il n'existe pas. Par contre, si on dit qu'il faut produire en France, il faut que tout le monde se mobilise pour ça. Et de toute façon aussi, que vous réduisiez au maximum les nuisances, c'est aussi un enjeu. Et il faut aussi démontrer ça.
Parfait, merci. Il y a monsieur là-bas. Oui. Hop. Bonjour, Thomas Raymondez, la Banque des... Vous m'entendez? Oui, de la Banque des Territoires. Je pense qu'on s'est déjà croisé à quelques copiles. Moi, c'est peut-être parce que je suis arrivé un petit peu en retard, mais c'est dans le constat que vous avez fait sur la réindustrialisation. Vous regardiez notamment les nouvelles implantations d'entreprises plutôt de petite taille. Et au niveau du secteur, en tout cas, c'est un constat que je partage. Je voulais savoir si vous le partagez aussi, surtout le secteur de l'industrie verte, en quelque sorte, notamment les ENR, où en fait, on observe, en tout cas nous, dans les projets, des blocages liés au fait qu'il y ait des marchés qui ne sont pas assez matures pour que notamment les acteurs dans l'hydrogène vert ou dans les ENR, tout ce qui est biofuel, biocarburant, SAF, etc. On voit que tout l'engouement qui a été généré par France 2030, notamment les subventions qui ont été touchées, c'est des acteurs qui sont extrêmement subventionnés, mais qui pour le coup freinent malgré tout, enfin en tout cas ont du mal à s'implanter parce qu'ils n'ont pas de marché assez mature, qu'ils n'ont pas de contrat off-take avec par exemple des compagnies aériennes ou sur l'hydrogène vert des industriels. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous partagez aussi, cette difficulté-là finalement à mettre en place ces objectifs de France 2030 dans l'angle industrie verte? Alors, comment dire, de ma casquette désormais en chorus, c'est plus tout à fait mon quotidien de regarder les choses ainsi, mais c'est clair que il y a deux problèmes en fait, c'est-à-dire que bien sûr c'est un enjeu de développement de nouvelles filières, c'est hyper dur, c'est hyper long et en plus c'est pas du tout ma spécialité, donc je veux pas dire trop de propos génériques, mais donc voilà, en Europe c'est peut-être un peu moins rapide que dans d'autres territoires qui sont des concurrents très bien identifiés. Je pense que vous voyez à quel type de pays je fais référence. Et puis moi, pour le coup, c'est aussi une conviction. En fait, une boîte pour se développer, elle a besoin de commandes. Les subventions c'est bien, mais et ça se justifie bien entendu pour le développement de certaines activités qui sont en train d'essayer de trouver un modèle économique, mais une boîte elle se développera, elle recrutera que parce qu'elle va trouver des marchés et qu'elle va signer des contrats. Voilà, c'est une évidence, mais et alors effectivement des contrats aussi avec des acteurs publics peut-être selon les sujets et là qui vont être parfois confrontés à une problématique de prix liée notamment aux procédures de marché public, d'achat public qui sont très encadrées. Mais voilà, je sors un peu de mon sujet, du terrain, mais c'est sûr que généralement, une fois sur deux, malheureusement, un projet qui vient vous voir pour dire moi je cherche un site parce que j'ai un super projet, dans 3 ans je vais recruter 300 personnes, puis j'ai une subvention de 4 millions d'euros et nanana. Si en général dans 3 ans il n'y a pas 300 salariés. Voilà, il faut du chiffre d'affaires. C'est pas le seul sujet, mais voilà. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? On a une petite enceinte oui, d'accord, pour le pardon. retour. Donc moi, c'est Martin Guéot, je travaille chez Sublime Énergie, qui est une entreprise qui valorise du biogaz en bio-GNL et bio-CO2. Et moi, j'ai une question justement, c'est par rapport à l'acceptabilité des risques. Nous, par exemple, on manipule des matières dangereuses sur nos sites. Est-ce qu'au niveau de l'acceptabilité du territoire, c'est plus dur, il peut y avoir du blocage justement sur ces sujets? Alors, bien entendu, mais par exemple, le sujet aussi va être de savoir si vous vous implantez sur un territoire, par exemple, qui a une histoire industrielle et qui a une habitude de ce type d'activité. Donc j'imagine qu'on parle de ces vaisseaux seuil haut pour les sites de production.
Pas forcément Céveso, c'est des risques ATEX, de l'ICPE assez élevés par exemple. Et ça va être Céveso pour les prochains projets. D'accord, c'est l'étape d'après. Ok. Là-dessus, clairement, c'est aussi un sujet qui est abordé avec l'État, hein, puisque là, pour avoir les autorisations, on est plutôt côté de Réal. Et ça, c'est pour le volet vraiment purement réglementaire. Mais effectivement, bien entendu, ça est une problématique en termes d'acceptation. En même temps, vous êtes sur une activité, sur un positionnement aussi, typiquement hein, de l'industrie verte. Et c'est là où il y a de la pédagogie à faire auprès mais comme je disais, hein, auprès des habitants, mais aussi auprès des élus. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, un territoire qui a une histoire industrielle a beaucoup plus l'habitude de gérer ça. Mais parfois aussi, moi par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec l'Ariège. L'Ariège, c'est un département super intéressant, hyper industriel, mais qui a une localisation qui n'est pas forcément identifiée comme hyper attractive pour les industries. Alors même, par exemple, que vous n'êtes pas loin de Toulouse, vous avez du foncier disponible, vous avez un territoire qui est habitué à l'industrie, avec des gens qui veulent toujours bosser dans l'industrie. Par exemple, hein, c'est vraiment bon comme ça, je ne sais pas où vous cherchez et si vous avez déjà des sites, mais voilà, je travaille aussi avec une boîte, un site chimique qui a une utilisation de son foncier qui n'est plus la même, donc avec une baisse, et qui souhaite accueillir des activités, par exemple, pour faire bénéficier en fait d'utilités clés en main. C'est-à-dire le Céveso seuil haut, un savoir-faire industriel qui existe depuis des décennies, et avec une grosse boîte qui souhaite en fait accueillir par exemple des startups en phase d'industrialisation pour les accompagner dans cette phase de première industrialisation, à la fois sur les utilités, et ça c'est génial hein, parce que c'est rapide, hein, c'est pas ouvrir un seuil Céveso seuil haut, c'est quand même pas un détail. Là vous avez tout clé en main et en plus vous savez ce savoir-faire d'industrie de procédés. Voilà, ça c'est aussi des pistes qui peuvent être intéressantes, même si bien entendu il y a peut-être des sujets de compatibilité des activités qui sont bien sûr centrales. Ok, merci beaucoup. Il nous reste un peu moins de 3 minutes, peut-être une dernière question. Écoutez, je vous propose de clore cette masterclass dans ce cas-là. Merci Céline pour tes éclairages. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Je mets à disposition les coordonnées de Céline, comme ça vous pouvez la contacter, ou on est disponible ici quelques minutes, le temps de la fin de la masterclass. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Rénal.